Le village était une enclave tranquille de poussière et de tradition, nichée entre des champs de fleurs de moutarde et des ruelles étroites bordées de maisons en pierre délabrée. Tout le monde connaissait tout le monde. Bonjour la famille. Bienvenue sur Histoire Inspirante, merci de vous abonner et de laisser un like pour nous. Ça représente énormément pour nous. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci d'avance. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Les secrets ne le restaient pas longtemps. Mais certaines vérités, celles qui font mal, étaient discrètement enfouies sous des couches de coutume et de silence. C'était un endroit où les hommes parlaient et les femmes écoutaient. Où les pères faisaient la loi et les filles n'étaient que de simples ombres de l'honneur. Zoya avait 15 ans, grande pour son âge, avec des yeux vifs qui semblaient toujours chercher quelque chose au-delà des frontières du village. Elle avait le sourire de son père, disait-on, doux, un peu triste, mais rempli de chaleur. Il était décédé dans un accident de la route quand elle n'avait que 10 ans. Après cela, tout changea. Sa mère, Samina, dut l'élever seule dans une société qui considérait les veuves comme des fardeaux et les mères célibataires comme impuissantes. En moins d'un an, sous la pression des parents et des anciens de la communauté, Samina se remaria. Sajid entra dans leur vie comme une tempête, portant un masque. Au début, il était poli, voire généreux, apportant des sucreries à Zoya et parlant doucement à Samina. Mais une fois le mariage passé et les portes closes, sa voix devint plus tranchante. Il avait une façon de parler qui ne laissait aucune place aux questions. Avec le temps, sa gentillesse disparut complètement, remplacée par des ordres et des sarcasmes cruels. Les villageois le respectaient. C'était un propriétaire terrien, il avait de l'influence au Pinchaya et faisait régulièrement des dons à la mosquée. Personne n'osait parler contre lui. Zoya remarqua d'abord le changement chez sa mère. Samina devint plus silencieuse, les épaules affaissées comme alourdies par des chaînes invisibles. Elle cessa de rire, cessa de regarder Zoya dans les yeux. Zoya, autrefois une fille confiante et première de sa classe, commença à sentir une peur étrange s'insinuer sous sa peau. Ce n'était pas une chose spécifique que Sajid disait. C'était tout. La façon dont il la regardait comme si elle était un inconvénient. Comment il enfermait ses livres d'école dans l'armoire. Comment il lui disait qu'elle grandissait trop vite et devait rester à sa place. Elle essaya une fois d'en parler discrètement à sa mère, une nuit où Sajid n'était pas là. Mais Samina avait simplement secoué la tête, les yeux remplis d'une panique qu'elle n'expliqua pas, et murmura « Tais-toi, c'est tout. Il se met en colère. » Alors Zoya se tut, mais le silence est une attente. Et dans cette maison, il la serrait comme une seconde peau. Pendant les vacances scolaires, elle regardait par la fenêtre les autres filles jouer dehors pendant qu'elle frottait les sols ou faisait des courses pour Sajid. Personne ne remarquait les bleus. Ou s'il les voyait, il ne demandait jamais rien. Après tout, elle avait de la nourriture, un toit sur la tête et un homme à la maison. Que pouvait désirer de plus une fille? Zoya ne le savait pas encore. Mais le silence n'était que le début. Ses os se briseraient avant que sa voix ne s'élève. Mais quand elle le ferait, elle ferait trembler la terre sous les pieds du village même qui lui avait appris le silence. La transformation de Sajid d'une figure froide à une figure cruelle ne fut pas soudaine. Elle fut lente, calculée, comme un poison s'infiltrant dans l'eau. Cela commença par de petites choses. Il appelait Zoya au milieu de ses études pour faire des courses. Si elle tardait à répondre, il élevait la voix. Puis vinrent les questions. Pourquoi as-tu besoin d'aller à l'école, de toute façon? Qu'est-ce que tu vas faire avec un diplôme? Trouver un mari grâce à tes livres. Zoya essayait de rester respectueuse. Elle n'était pas conflictuelle par nature, mais elle n'était pas soumise non plus. Ses professeurs la louaient, disant qu'elle avait l'esprit le plus vif de la classe. Mais Sajid n'aimait pas les filles vives d'esprit. Il voulait le silence, l'obéissance et les yeux baissés vers le sol. Il commença à enfermer ses livres, disant que c'était pour son propre bien. Quand elle objecta, il la gifla, pas assez fort pour laisser une marque, mais assez fort pour lui rappeler qui commandait. Le lendemain, il verrouilla la porte d'entrée de l'extérieur avant de partir au travail, la piégeant à l'intérieur de la maison. « Tu n'as pas besoin d'école aujourd'hui, dit-il. Ni demain. » Elle hurla, frappa à la porte, supplia sa mère. Mais Samina restait là, les yeux humides, mais les lèvres scellées.
Il essaie de te protéger, dit-elle faiblement. Tu grandis. Ce n'est pas sur dehors. Mais la vérité était écrite sur son visage. La peur, une peur profonde et viscérale. Elle avait tenté de lui tenir tête une fois, des mois auparavant, quand il avait crié sur Zoya parce qu'elle était rentrée tard de l'école. Il n'avait pas levé la main ce jour-là, mais la menace dans sa voix l'avait complètement réduite au silence. Depuis, Samina était devenue un fantôme dans sa propre maison, vivant juste pour survivre. La violence verbale devint routinière. Sajid insultait l'intelligence de Zoya, son apparence, son caractère. Tu crois que parce que tu as lu quelques livres, tu es quelqu'un de spécial. Cracha-t-il un soir où elle osa demander ses manuels scolaires. Les filles comme toi n'ont pas besoin d'éducation, elles ont besoin de discipline. Il disait à Samina que Zoya devenait une honte, qu'elle devait être corrigée, avant de jeter l'opprobre sur la famille. Samina baissait simplement le regard, hochant la tête en silence. Puis vint la nuit où tout changea. C'était un mardi. Zoya avait secrètement emprunté le manuel d'une amie et l'avait caché dans son dupatta. Elle était assise dans la cuisine après le dîner, copiant des notes sous l'ampoule faible. Elle n'entendit pas Sajid entrer dans la pièce jusqu'à ce que son ombre couvre les pages. Il lui arracha le livre des mains et le jeta à travers la pièce. « Tu étudies encore dans mon dos » rugit-il. Elle se leva, rebelle pour une fois, et cria en retour « Vous ne pourrez pas m'arrêter éternellement. » Ce fut tout ce qu'il fallut. Les secondes suivantes furent un chaos de rage et de violence. Il la traîna dans la cour, l'insulta, la jeta à terre. Elle essaya de courir, mais il attrapa sa cheville et la ramena en arrière. Les voisins ont peut-être entendu les cris, mais personne ne vint. Ils ne venaient jamais. Dans les villages comme celui-ci, les affaires de famille restaient derrière les portes closes. Elle sentit la première fracture comme un éclair dans sa jambe gauche. Ses bottes s'abattirent avec force, encore et encore, jusqu'à ce que ses cris deviennent des halètements. Sa jambe droite suivit. La douleur dépassait les mots, dépassait les cris. Elle ne pouvait plus bouger. Ses jambes étaient tordues de manière anormale. Samina sortit en courant, sanglotant, le suppliant d'arrêter. Il se tourna vers elle avec des yeux fous et dit « Elle doit apprendre. Que ce soit la dernière fois qu'elle me répond. » Au matin, la nouvelle s'était déjà répandue, mais sous une forme différente. Zoya était tombée dans les escaliers, disait-on. Un terrible accident. L'infirmière du village vint et secoua gravement la tête, mais ne dit rien de plus. Quelques voisins avaient l'air curieux, voire suspicieux, mais personne ne posa de questions. Sajid se tenait près de son lit d'hôpital avec une mine renfrognée feinte et racontait à tout le monde à quel point il avait le cœur brisé. Zoya fut admise à l'hôpital du district. Ses jambes étaient fracturées en plusieurs endroits. Le médecin dit qu'il faudrait des mois pour guérir, peut-être plus longtemps. Mais ce qui la choqua plus que la douleur, c'est la façon dont personne ne semblait surpris. Aucune police ne fut appelée. Aucune plainte ne fut déposée. Pas un seul adulte ne lui demanda ce qui s'était réellement passé. Même son professeur vint une fois, apporta des fleurs et murmura doucement. « Les accidents arrivent, ma chère. Ne t'inquiète pas. Tu iras bien. » Elle eut l'impression d'être morte et revenue dans un monde qui refusait de la voir. Les os brisés étaient visibles, mais les vérités brisées. Elles étaient enfouies sous l'honneur, le respect et la peur de ce qui arriverait si quelqu'un parlait trop fort. Allongée dans ce lit d'hôpital stérile, Zoya réalisa quelque chose qui allait tout changer. Si personne n'allait la sauver, elle devrait se sauver elle-même. La chambre d'hôpital était blanche, trop blanche. Les murs, les draps, la lumière, tout se fondait en un vide froid. Zoya gisait immobile, ses jambes dans le plâtre, son corps meurtri et raide. Mais à l'intérieur, quelque chose changeait. La douleur ne s'était pas encore atténuée, mais le choc s'était dissipé, et avec lui vint une clarté qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle fixa le plafond pendant des heures, parfois des jours, non seulement en pensant, mais en s'éveillant. Elle avait toujours été une fille qui demandait « Pourquoi ? Pourquoi les filles n'ont-elles pas le droit de sortir après la tombée de la nuit ? Pourquoi les femmes doivent-elles toujours se taire ? Pourquoi les larmes de sa mère n'avaient-elles pas d'importance ? Et maintenant, une question plus profonde, plus lourde. Pourquoi personne ne l'avait-elle aidée ? Durant ses premiers jours, alors que les infirmières allaient et venaient,
vérifiant les perfusions et ajustant les oreillers. La plupart étaient distantes, machinales, mais l'une d'elles ne l'était pas. L'infirmière Alia avait la fin trentaine, une voix douce et des yeux perçants. Elle remarquait des choses que les autres ne voyaient pas. Comment Zoya tressaillait quand quelqu'un élevait la voix. Comment elle fixait la porte chaque fois qu'un homme entrait. Un après-midi, alors que le service était calme, elle s'assit près du lit de Zoya et demanda doucement. « As-tu peur d'y retourner ?» Zoya ne répondit pas. Mais elle n'en avait pas besoin. Alia hocha la tête comme si elle savait déjà. Elle n'insista pas pour obtenir des réponses, offrit simplement sa présence et des livres. Le lendemain matin, elle apporta un vieux livre de poche et le posa à côté de Zoya. « Pour l'esprit, » dit-elle avec un petit sourire. « Le corps guérira, mais l'esprit a aussi besoin d'exercice. » Zoya dévora le livre comme de l'oxygène. C'était l'histoire d'une jeune fille qui s'élevait contre l'injustice, une fiction, mais d'une certaine manière plus vraie que tout ce qu'elle avait lu auparavant. Quand elle eut fini, Alia lui apporta d'autres biographies de femmes qui s'étaient battues et avaient survécu, des récits de courage, de résistance silencieuse et de justice. Chaque page éveilla quelque chose de féroce en elle. Elle commença à tenir un journal. Alia lui avait apporté un carnet et un stylo. Zoya écrivit tout, la douleur, la colère, la trahison. Ses pensées se déversaient en encre. Comment elle voulait crier au visage de chaque homme qui lui disait de se taire. Comment elle détestait le silence de sa mère. Comment elle méprisait la façon dont le village détournait le regard. Mais sous la colère, la graine de quelque chose de nouveau commença à germer. Le pouvoir, pas celui que Sagid possédait, celui bâti sur la peur, mais le genre calme, inébranlable, bâti sur la vérité. Elle lut sur les lois, les droits, les mouvements. Elle commença à comprendre comment le pouvoir fonctionnait et comment il pouvait être défié. Une nuit, alors qu'elle fixait son reflet dans la vitre, visage pâle, yeux sombres de rage et de détermination, elle se murmura « Ce ne sera pas ma fin ». Ce moment fut son tournant décisif. Elle avait peut-être perdu la capacité de marcher pour l'instant, mais elle avait gagné quelque chose de bien plus grand, la volonté de se relever. Elle ne serait pas une victime. Plus maintenant. Elle reviendrait, non seulement pour survivre, mais pour s'assurer qu'aucune fille de ce village ne souffrirait plus jamais comme elle. La vengeance n'était plus seulement un fantasme. C'était un plan en marche. Le jour où Zoya rentra chez elle, l'air du village semblait plus lourd que jamais. Ses jambes encore faibles et maintenues par des attelles la soutenaient à peine. Elle s'appuyait sur ses béquilles, sa mère la soutenant d'un côté, Sagid marchant devant, son visage un masque de préoccupation soigneusement étudié. Les voisins regardaient depuis leurs fenêtres et leurs portes, certains avec pitié, d'autres avec jugement, aucun avec courage. Les mêmes murmures flottaient dans l'air. La pauvre fille est tombée dans les escaliers. Mais derrière chaque ton feutré, Zoya pouvait sentir le poids des regards entendus. Ils soupçonnaient tous la vérité. Ils choisissaient simplement de l'ignorer. Zoya joua bien son rôle. Elle gardait les yeux baissés, la voix douce. Elle hochait la tête quand Sagid parlait, boitait quand elle devait marcher et ne mentionna jamais l'école. Elle mangeait en silence, évitait les conversations inutiles et leur laissa croire qu'elle avait été brisée, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Mais à l'intérieur, elle était parfaitement éveillée. Chaque jour, elle observait attentivement Sagid. Elle avait commencé à le comprendre, comment il marchait, quand il buvait, comment il parlait quand il était en colère, à quel point sa voix devenait forte quand il se sentait défié. Elle remarqua où il gardait son téléphone, comment il gérait l'argent, où il rangeait les doubles des clés. Elle remarquait tout. Et tard dans la nuit, quand la maison tombait dans le silence et que le ventilateur tournait au plafond comme une horloge, elle commença son vrai travail. Caché sous son matelas se trouvait un petit enregistreur audio, qu'Alia, l'infirmière, lui avait fait passer en secret quelques jours avant sa sortie. S'il dit quoi que ce soit de menaçant, avait-elle murmuré, enregistre-le. La preuve parle plus fort que la douleur. Les premiers jours, Sagid ne dit pas grand-chose, mais lentement, alors que son silence le berçait dans une fausse confiance, il commença à se trahir. Ses menaces revinrent, moins violentes qu'auparavant, mais toujours aussi tranchantes. Ne pense pas que tes jambes cassées te donnent la permission de rêver, sifflait-il. Si j'apprends que tu as parlé de moi à qui que ce soit, je m'assurerai que tu ne puisses plus jamais quitter cette maison. Clic.
L'enregistreur capta tout. Zoya avait besoin d'aide. Une vraie aide de quelqu'un qui la croyait. C'est alors qu'elle se souvint de Farhan. C'était un étudiant en journalisme qu'elle avait rencontré une fois lors d'un événement scolaire. Il était différent, gentil, curieux, avec un feu tranquille dans les yeux. Elle le contacta par l'intermédiaire d'une amie, prétextant avoir besoin de notes. Ils se rencontrèrent en secret près de l'ancien bâtiment de l'école. Quand il vit ses attelles et ses béquilles, son visage se tordit de douleur et de colère. Elle lui raconta tout. Farhan n'hésita pas. Il écouta, prit des notes et jura de l'aider. « Je ne peux rien publier sans preuve solide, dit-il. Mais si tu peux me la fournir, je m'assurerai que ta voix soit entendue. » Encouragée, Zoya redoubla d'efforts. Au cours des semaines suivantes, elle enregistra chaque insulte, chaque menace, chaque sermon tordu que Sajid prononçait au nom de l'honneur familial. Elle réussit même à photographier les bleus qu'il laissait sur les bras de sa mère quand il pensait que personne ne regardait. Son téléphone, maintenant caché au fond d'un livret vidé, devint son journal de vérité. Mais la vengeance ne pouvait reposer uniquement sur les preuves. Elle devait se préparer à la tempête qu'elle allait déclencher. Grâce à Farhan, elle eut accès à des articles, des PDF et même quelques livres électroniques sur les droits des femmes, les lois sur la protection et les ressources des lignes d'assistance. La nuit, elle lisait jusqu'à ce que ses yeux brûlent. Elle mémorisa les numéros d'urgence, comprit les bases du dépôt d'une plainte initiale, First Information Report, et apprit l'existence d'un ONG spécialisé dans la sécurité des femmes et l'aide juridique. Elle lut des études de cas, des femmes qui avaient fait tomber des monstres, non pas avec les poings, mais avec le pouvoir de la loi et de la pression publique. Elle entraîna son esprit sans relâche. Pendant la journée, elle s'exerça au calme, à parler sans trembler, à cacher ses intentions, à garder 3 longueurs d'avance. Elle commença même des exercices physiques discrets suggérés par son kinésithérapeute, regagnant peu à peu de la force. Mais ce n'était pas suffisant. Elle voulait aussi pouvoir se défendre physiquement. Farhan organisa des rencontres secrètes avec une travailleuse d'une ONG locale, une femme nommée Sira, qui enseignait l'autodéfense aux filles des bidonvilles. Zoya ne pouvait pas encore faire de coups de pied haut ou de coups de poing. Mais Sira lui enseigna les bases. Comment se défaire d'une prise, comment frapper les points sensibles, comment utiliser sa béquille si nécessaire. Sira lui enseigna aussi quelque chose de plus précieux, la stratégie. Ne jamais affronter le pouvoir de front, dit-elle. Fais-le trébucher sur ses propres mensonges. Transforme sa force en faiblesse, et n'agis jamais avant d'être prête. Zoya écouta, absorba, devint plus forte. Un mois après son retour à la maison, elle n'était plus la fille fragile et brisée que tout le monde pensait qu'elle était. Elle était quelque chose de nouveau maintenant, une survivante avec un plan. Son corps guérissait encore, mais son esprit était devenu une forteresse, et elle avait des alliés. Farhan avait commencé à laisser entendre des choses à son rédacteur en chef, qui était sceptique au début. Une fille de village avec les jambes cassées. Qui la croira? Mais ensuite vinrent les enregistrements vocaux, les bleus, la chronologie, le schéma répétitif. Un jour, Farhan lui envoya un texto. « Quand tu seras prête, je peux porter ça à la presse. » Zoya fixa le message pendant longtemps, ses mains tremblantes, non pas de peur, mais de concentration. Elle n'était pas encore prête. Pas tout à fait. Mais le village qui pensait l'avoir réduite au silence pour toujours n'avait aucune idée de ce qui se préparait. Elle ne crierait pas. Elle s'élèverait. Et quand elle le ferait, elle apporterait la vérité avec elle. Tranchante comme le feu et plus forte que le tonnerre. Zoya attendit que tout soit en place. Les preuves, les contacts, sa force physique, chaque pièce comme faisant partie d'un grand puzzle qu'elle avait passé des semaines à assembler en silence. Sajid, se prélassant toujours dans l'illusion du contrôle, ignorait la tempête qui se préparait juste sous son toit. Mais le jour arriva enfin. Zoya s'assit dans sa chambre, ferma doucement la porte, ouvrit son téléphone et appuya sur « Envoyer ». Les fichiers audio, clairs, terrifiants et indéniables, furent envoyés au Narish Shakti Trust, une ONG dirigée par des femmes basées en ville. Elle avait été en contact avec eux par l'intermédiaire de Farhan, qui s'était porté garant de son histoire. Au début, ils avaient abordé son cas avec prudence. Beaucoup de filles se manifestaient, mais peu avaient des preuves solides. Une fois qu'ils entendirent la voix menaçante de Sajid, la traitant de fardeau,
l'avertissant qu'ils l'achèveraient si jamais elle parlait. Ils agirent rapidement. L'avocate de l'ONG envoya un message de confirmation le soir même. « Nous vous croyons. Nous allons vous aider. » Mais Zoya n'avait pas fini. Avec une seconde identité créée sous un faux nom. Elle lança un compte sur les réseaux sociaux. Elle ne parla pas d'elle d'abord. Au lieu de cela, elle raconta l'histoire d'une fille sans nom dans un village sans nom. Une fille dont le beau-père lui avait brisé les jambes parce qu'elle essayait d'étudier. Puis elle posta des enregistrements, juste de courts extraits. Assez pour susciter la curiosité. Assez pour susciter la colère. La voix dans l'extrait n'était pas nommée, mais on pouvait dire qu'elle appartenait à quelqu'un habitué au pouvoir. Quelqu'un qui n'avait jamais été remis en question. La réaction fut discrète au début. Quelques j'aime, quelques commentaires, puis des femmes commencèrent à envoyer des messages. Cela m'est arrivé aussi. Mon oncle disait les mêmes choses. Tu as été courageuse de partager ça. Zoya continua de publier des histoires d'abus, de silence, de filles privées d'éducation et de liberté. Chacune accompagnée d'une simple bannière noire avec des lettres blanches, #Wayakiawaz. Il ne fallut que 4 jours pour que le hashtag se propage. D'abord dans les districts voisins, puis à l'échelle de l'État. Des influenceurs, des militants, même des célébrités commencèrent à reposter. Les gens voulaient savoir, qui est Zoya? Où est ce village? Qui est ce monstre de beau-père? Et Zoya leur donna des réponses, mais pas de la manière attendue. Ses publications suivantes incluaient des visages floutés, des voix modifiées, mais de vraies confessions. Des filles de son propre village, à qui elle avait parlé en secret, témoignèrent anonymement. L'une raconta comment un commerçant local l'avait harcelée pendant des mois. Une autre, âgée d'Aix-en-Grave peine 14 ans, parla d'un enseignant qui la faisait rester après la classe. Tous des hommes respectés, tous intouchables jusqu'à présent. Zoya publia à leur sujet un par un, en prenant soin de ne pas nommer directement, mais en laissant suffisamment d'indices. Les murs du silence du village commencèrent à se fissurer. Les gens commencèrent à chuchoter. Les hommes qui marchaient autrefois avec arrogance se déplaçaient maintenant avec prudence. Sajid remarqua le changement. Il frappa des poings sur la table du dîner, demandant à Samina si elle avait parlé à quelqu'un, regardant Zoya avec suspicion. Mais Zoya baissa simplement les yeux, faible et obéissante comme toujours, jusqu'à ce qu'il quitte la pièce et qu'elle ouvre son téléphone, ses doigts tapant déjà la prochaine histoire. Le point de bascule arriva lorsque l'ONG publia une déclaration publique confirmant avoir reçu des preuves réelles d'une survivante de violences basées sur le genre dans un village. La déclaration ne nommait pas Sajid, mais indiquait que l'auteur était un personnage connu et qu'il préparait une action en justice. Puis vinrent les médias. L'article de Farhan fut publié en ligne, intitulé « Voix sortie de l'ombre, le combat d'une fille contre le silence ». Il comprenait des extraits des enregistrements, des citations anonymes de villageois et des images des Bleus. Il ne parlait pas seulement de Sajid. Il parlait de la culture qui protégeait les hommes comme lui. Il posait les questions difficiles. Pourquoi les gens se taisent-ils? Pourquoi les femmes ont-elles encore peur de parler en 2025? Au moment où la première camionnette de presse arriva à l'entrée du village, Sajid perdait déjà le sommeil. Les journalistes commencèrent à se présenter avec des caméras, frappant aux portes, posant des questions sur la fille aux jambes cassées. Les villageois, dont beaucoup avaient ignoré Zoya pendant des années, devinrent soudain prudents. Certains la blâmaient. D'autres commencèrent à remettre en question leur silence. Zoya observa tout se dérouler depuis sa fenêtre, le son des chaînes d'information par satellite résonnant dans les rues étroites. Sajid fulminait, accusant Samina d'avoir divulgué des informations, arpentant la maison comme un animal en cage. Mais il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas arrêter les histoires, ne pouvait pas arrêter l'élan, et surtout, il ne savait pas qui blâmer. Zoya n'avait laissé aucune trace jusqu'à présent. Elle rédigea soigneusement son prochain message, ses doigts stables. « Je m'appelle Zoya. Je ne suis pas une victime. Je suis un témoin, une combattante, une fille de ce village. Tu as brisé mes jambes, Sajid, mais pas mon esprit. #Zoyakiawaz. » Elle appuya sur publier. Le village ne serait plus jamais le même. La réponse initiale des anciens du village fut rapide et prévisible. Déni, dégoût, rejet.
Alors que les camionnettes de presse s'alignaient dans les rues étroites et que les journalistes pullulaient devant les maisons, le Sarpanche et son cercle de conseillers à barbe grise se réunirent dans la salle communale pour publier une déclaration. Ce sont des mensonges, dirent-ils. Des histoires fabriquées, diffusées par des étrangers qui veulent ruiner l'honneur de notre village. Ils qualifièrent les vidéos de montées, l'audio de truqué, les accusations de sans fondement. Ils dépeignirent Roya comme une fille égarée, empoisonnée par la pensée moderne, influencée par les gens de la ville. Ils convoquèrent sa mère, Samina, au Pancheya, exigeant qu'elle parle au nom de son mari. Mais Samina se tint là, tremblante, des larmes silencieuses dans les yeux. Elle ne défendit pas Sagide. Et ce silence en disait plus long que n'importe quel mot. Les anciens, paniqués par l'attention croissante, visitèrent les maisons et avertirent les familles de garder leurs filles à l'intérieur. Ne les laissez pas participer à ces absurdités, dirent-ils. Ça passera. Mais ça ne passa pas, car quelque chose avait changé. Les femmes avaient vu les vidéos, entendu les voix, et elles avaient reconnu non seulement la douleur de Zoya, mais aussi la leur. Son histoire était leur histoire, racontée à voix haute pour la première fois. Une par une, des conversations discrètes commencèrent derrière les portes closes. Des mères parlant à leurs filles, des sœurs chuchotant entre elles. Et puis lentement, courageusement, des femmes commencèrent à sortir. Une jeune fille nommée Rubina se tint devant sa maison et raconta à un journaliste comment le médecin du village l'avait touchée de manière inappropriée. Une autre, Shabana, partagea comment son propre père la battait parce qu'elle voulait finir l'école. Ce n'était plus seulement des histoires maintenant. C'était un mouvement. Et au centre de celui-ci se tenait Zoya. Elle était restée silencieuse trop longtemps. Maintenant, elle était prête à marcher. Non seulement en convalescence, mais en résistance. Avec le soutien de l'ONG, elle organisa une manifestation silencieuse. Une marche menée par des filles et des femmes vêtues de blanc, tenant des pancartes sans slogan, juste des symboles de vérité. Certaines portaient des ardoises brisées. D'autres tenaient des livres d'école. Et Zoya, sur ses béquilles, les mena dans la rue principale du village. Son visage découvert, son regard fixé droit devant. Les gens sortirent pour regarder. Certains applaudirent doucement, d'autres pleurèrent. La marche s'arrêta au portail du bureau du Pancheya. Les caméras tournaient déjà. Les journalistes s'étaient rassemblés. Et dans ce silence, plus fort que n'importe quel discours, Zoya se tint ferme, brandissant une pancarte avec seulement 3 mots. « Nous regardons ». Quelques instants plus tard, 2 jeeps de police arrivèrent. Sagide fut traîné hors de sa maison, hurlant, crachant, les yeux écarquillés d'incrédulité. Il tenta de clamer son innocence, menaça les policiers, accusa Roya de ruiner sa vie. Mais la police ne s'y a pas. Ils avaient des ordres. Le mandat d'arrêt avait été émis sur la base des enregistrements et de la pétition de l'ONG. Tout était documenté. Tout était public. Alors qu'il était poussé dans la Jeep, un journaliste tourna la caméra vers Roya. Elle ne parla pas. Elle ne sourit pas. Elle leva simplement sa béquille en l'air, haute, stable, intacte. Et le village retomba dans le silence, mais cette fois, rempli d'admiration. La salle d'audience était comble. L'air était lourd de tension. Des journalistes griffonnaient dans des carnets, des appareils photos crépitaient à l'extérieur du bâtiment. Sagide était assis sur le banc des accusés, menotté, vêtu d'un simple kurta blanc, son arrogance habituelle maintenant remplacée par un malaise visible. Il évitait le contact visuel avec Zoya qui entra lentement, s'appuyant sur ses béquilles mais marchant sans assistance. Elle portait un simple saloir camé. Sans maquillage, sans théâtralité, juste une calme détermination inébranlable dans ses yeux. Quand le juge lui demanda si elle avait quelque chose à dire, Roya se leva. La salle se tut. Elle parla distinctement, la voix assurée, chaque mot une lame. Elle raconta les abus, non seulement physiques mais émotionnels. Le contrôle, la peur, le silence. Elle parla non avec amertume, mais avec clarté, refusant de se dépeindre en victime. Au lieu de cela, elle parla pour chaque fille à qui on avait dit de se taire. Pour chaque femme qui avait été réduite au silence par la honte. « Je ne suis pas ici pour la vengeance, dit-elle. Je suis ici pour la justice. Pas seulement pour moi, mais pour les filles qui pensent que la douleur est normale,
que les bleus sont de l'amour, que la peur est une tradition. Je suis ici pour dire que nous nous souvenons de tout, et que nous ne nous tairons plus. Des halètements résonnèrent dans la salle. Même le juge acquiesça solennellement avant de se tourner vers l'épreuve. Les enregistrements furent diffusés, les bleus documentés, les témoignages des travailleurs de l'ONG, des journalistes et des professionnels de la santé étaient irréfutables. L'avocat de Sajid tenta de rejeter la faute, tenta de la qualifier d'instable, cherchant à attirer l'attention, mais tout s'effondra sous le poids des preuves indéniables. La sentence tomba rapidement. Sajid fut reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, violence domestique, tentative de coups et blessures graves, et intimidation. Il fut condamné à 15 ans de prison. Alors qu'il était emmené, les journalistes se précipitèrent hors de la salle d'audience avec les gros titres. Mais l'affaire ne s'arrêta pas à Sajid. Zoya avait déjà soumis des témoignages anonymes et des enregistrements impliquant d'autres hommes du village. Un par un, leurs noms furent cités au tribunal. Certains s'enfuirent, d'autres nièrent. Mais les rouages de la justice s'étaient mis en marche. Des enquêtes furent ouvertes. Des fonctionnaires suspendus, des enseignants interrogés, des dirigeants communautaires nerveux. C'était le début de quelque chose qui aurait dû arriver depuis longtemps. L'histoire de Zoya explosa dans les médias nationaux. Les titres disaient « Os brisé, esprit intact ». #Wayakiawaz, une fille de village fait tomber les monstres. Du silence à la force. La fille qui a tout changé. Son visage était partout. Non pas idéalisé, mais fort, brut, réel. Les demandes d'interview affluèrent, mais elle choisit avec soin, donnant une voix à ceux qui ne pouvaient pas parler pour eux-mêmes. De retour au village, quelque chose d'extraordinaire commença à éclore. Inspirées par son courage, des femmes formèrent des cercles d'éducation dans leurs cours. Des femmes plus âgées qui n'étaient jamais allées à l'école commencèrent à apprendre à lire. Des mères encouragèrent leurs filles à retourner en classe. Des filles autrefois cachées derrière des voiles faisaient maintenant la queue devant les salles communales, s'inscrivant à des ateliers d'autodéfense et à des sessions de sensibilisation. Les mêmes ruelles qui portaient autrefois les murmures de la honte résonnaient maintenant de détermination et de fierté. Zoya n'avait pas seulement gagné un procès. Elle avait déclenché un mouvement. Le village, autrefois lié par le silence, avait commencé à trouver sa voix. Des mois passèrent, mais l'écho de la voix de Zoya dans la salle d'audience ne s'estompa jamais. Il résonnait dans les cœurs bien au-delà du village, à travers les villes, les métropoles, même à l'étranger. Elle reçut des lettres, des emails et des appels téléphoniques de personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées. Des étudiants, des survivants, des militants, même des fonctionnaires. Mais parmi tous les messages, un se détacha. Une lettre d'une prestigieuse université de droit lui offrant une bourse complète. Ils avaient lu son histoire, regardé ses interviews et croyaient qu'elle avait le potentiel de transformer son feu en changement durable. Zoya fixa la lettre d'acceptation pendant longtemps, les larmes aux yeux, sa béquille toujours appuyée contre le mur à côté d'elle. Elle avait rêvé d'étudier le droit, non seulement pour se défendre, mais pour protéger d'autres comme elle, celles qui n'en avaient jamais eu la chance. Maintenant, ce n'était plus seulement un rêve. C'était réel. La nuit où elle fit son sac pour la ville, sa mère, Samina, s'assit à côté d'elle. Elle n'avait pas beaucoup parlé du passé, mais il y avait maintenant une compréhension silencieuse entre elles. La peur qui avait autrefois régi la vie de Samina avait commencé à s'estomper. Voir sa fille se relever de la douleur avait planté une graine de courage en elle aussi. Un matin, sans drame ni annonce, Samina quitta définitivement l'ancienne maison de Sajid. Elle loua une chambre près de l'école locale et commença à aider les jeunes filles à faire leurs devoirs. « J'aurais dû te protéger », murmura-t-elle une fois, les yeux remplis de culpabilité. Zoya lui prit la main. « Tu me protèges maintenant. » Un an plus tard, le village n'était plus l'endroit qu'il avait été. La honte avait changé de camp, passant des survivantes aux abuseurs. Un nouveau bâtiment scolaire se dressait à la lisière du village, peint en bleu et blanc doux, avec une cour ouverte et de larges fenêtres qui laissaient la lumière du soleil inonder chaque pièce. Au-dessus de l'entrée principale, écrit en lettres grasses, se trouvait le nom, Fondation Zoya pour la justice. L'inauguration fut modeste mais puissante. Des enfants riaient dans la cour de récréation. Des femmes servaient le thé et des collations. Les journalistes se tenaient respectueusement en retrait.
Zoya arriva dans un simple kurta blanc, ses cheveux attachés en arrière, un dossier rouge à la main. Elle n'avait plus besoin de béquilles. Elle se tenait droite. Chaque pas une affirmation de survie. Alors qu'elle s'approchait du micro, la foule se tut. On m'a dit un jour que mes rêves étaient dangereux. Commença-t-elle, sa voix claire, calme et forte. Que l'éducation n'était pas pour les filles comme moi. Que le silence était la sécurité. Que l'obéissance était l'honneur. Mais j'ai appris autre chose, quelque chose de bien plus puissant. Que nos voix sont plus fortes que la peur. Que la justice n'est pas un cadeau, mais un combat. Et que peu importe à quel point le monde essaie de vous briser, vous pouvez toujours vous relever. Elle fit une pause, regardant les enfants au premier rang, aux yeux brillants, sans peur. Il a brisé mes jambes, dit-elle enfin, sa voix résonnant dans la cour. Mais j'ai trouvé mes ailes. La foule éclata en applaudissements, et quelque part, au plus profond de la terre de ce village, un nouvel avenir commença à éclore.